Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous, à Monsieur Donald Barabé, président de l'OTIAC, et à moi pour cette huitième émission, ce huitième épisode du balado autour du traducteur, dont le thème est le traducteur. Alors, c'est la personne elle-même. Et nous allons avoir de nouveaux éclairages avec Monsieur Barabé. Donald, parce que il faut que je m'habitue à lui dire Donald parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait nos études pratiquement en même temps, sans se connaître. On était tous les deux à l'Université Laval. Moi, j'y étais de 1977 à 1980. Et vous, Donald, c'était 75 à 78. 78. Fait qu'on a été pendant un an, on se voyait peut-être de loin aller à la cafétéria, je ne sais pas, Ouais, ou de on s'est connaître, certainement vu. ou à la bibliothèque quand on étudiait nos examens tard, tard, tard le soir. Mhm. C'est ça. Et j'ai appris ça récemment, je pense qu'il y a quelques semaines seulement, par un collègue que vous connaissez bien, Jacques Pronovo, qui lui aussi a été avec vous à l'université. Oui. Et c'est ça, on s'est découvert sans se connaître. On avait eu à peu près les mêmes professeurs. Mhm. Aujourd'hui, je trouvais que c'était très intéressant de discuter avec vous d'un enjeu. On parle beaucoup de qualité de la traduction, d'autant plus que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place et nous permet d'avoir des sorties machines de meilleure qualité Mhm. qu'avant. On se retrouve, nous, en fait, c'était aussi, je salue Jean Delisle qui est avec nous ce soir, qui a fait un balado. J'ai Lucie aussi qui a fait un balado. J'en ai trois, là. Lucie a présenté un balado sur la terminologie, Jean Delisle sur les traducteurs et les rives sur les rives de la traduction. Et donc, c'est ça, on voit que le traducteur se trouve de plus en plus, et moi personnellement, je le vis aussi, je trouve que j'ai plus le rôle de quelqu'un qui révise des sorties machines de qualité, de meilleure qualité qu'il y a 5 ou 10 ans. Et j'essaie de voir où on peut retrouver notre place parce que en plus de ça, s'ajoute le problème que vous allez nous décrire ce soir, la catégorisation des traductions, parce que nous, en tant que réviseurs de sortie machine, bien, on sent cette pression-là sans que ça soit clairement dit. Alors, Mhm. pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est, premièrement, la Derrière la catégorisation? catégorisation des traductions, Oui. il y a un mouvement actuellement pour établir des catégories de traduction, des catégories de traduction de haute qualité, moyenne qualité, faible qualité. Et il semble qu'il y a même un comité, non seulement il semble, il y a effectivement un comité de l'ISO qui se penche sur la question. Et alors, ça pose des enjeux pour les traducteurs professionnels parce que l'idée, ce serait que des traducteurs professionnels puissent livrer les trois niveaux de qualité. Et quand on parle de qualité moyenne ou de qualité moyenne, ça permet des écarts, certains écarts sur le plan du fond et de la forme, sans qu'on Mhm. dise quels sont exactement ces écarts-là. Et pour la qualité faible, des écarts qui peuvent être substantiels sur le plan du fond ou de la forme. Alors, ça pose des enjeux de déontologie et d'éthique professionnelle qui sont très importants. Alors, juste pour vous citer, puis je l'ai devant moi, je suis allé la ressortir, la Charte du traducteur de la Fédération internationale des traducteurs qui a été adoptée en 1963, dit à l'article 4, toute traduction doit être fidèle et rendre exactement l'idée et la forme de l'œuvre originale. La fidélité constituant pour le traducteur à la fois un devoir moral et une obligation de nature juridique. Or, étant donné ce qui se passe avec la traduction automatique, et surtout le fait qu'il y a une demande phénoménale de traduction dans le monde, c'est du jamais vu, là. Mhm. Il y a une firme qui a calculé en 2019, on est en 2023, Oui. là. 4 ans en année Internet, là, ça compte énormément.
alors, qui a calculé en 2019 que s'il y avait sur la planète, miraculeusement, 2 milliards de traducteurs professionnels, c'est-à-dire Mhm. 25% de la population de la planète, qui se transformaient du jour au lendemain en traducteurs professionnels, Oui. ces 2 milliards de traducteurs professionnels-là n'arriveraient à traduire que 1 centième de 1% du contenu multilingue qui est produit chaque jour dans seulement 100 langues sur les 7 151 langues qui existent sur la planète. OK. Alors, c'est vous dire qu'il y a énormément, énormément de demandes de traduction. Tout le contenu multilingue qui est produit chaque jour sur la planète ne mérite pas d'être traduit, là, et n'est C'est pas sûr. toujours, et n'a pas, mais il y a une demande phénoménale et, et on assiste chez la part des clients à, ils doivent composer avec cette demande-là et ils essaient, les clients, de réduire les coûts. Et pour ça, ils s'attendent de certains fournisseurs que les fournisseurs leur produisent des textes de qualité variables en fonction des objectifs qu'ils visent eux. Et ça cause des problèmes déontologiques et des problèmes juridiques parce qu'une fois que la traduction est faite, s'il y a un problème avec la traduction, ben, il peut y avoir des conséquences juridiques, il peut y avoir des poursuites et tout ça, et pour le client et pour le traducteur. Alors, c'est le genre d'enjeu avec lequel on doit composer aujourd'hui. Une chose qui m'a surprise, justement, en anglais, on parle de grade et non pas de quality. Pourquoi? Pourquoi pas en fait, C'est- de Et, catégorie, hein, c'est ça? et oui, catégorie, et on prend grand soin de dire que les grades ne sont pas équivalents à des levels. Pourtant, quand on regarde dans la définition du Webster, un grade, c'est un level. OK, C'est le mot qu'on utilise pour définir grade. Level. OK. Donc, il y a Alors, quelque chose, on joue sur les mots, dans le fond, là. je pense qu'on joue sur les mots et je pense qu'à certains, à quelque part, les gens qui proposent ça se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. OK. Mais est-ce que nous, si on s'attend en tant que professionnel, si on s'attend à ça de nous, donc on pourrait dire non, carrément dire non à faire de la traduction d'amateur ou à faire de la traduction de qualité intermédiaire. C'est Ben, vous savez, le traducteur professionnel, le traducteur, je vais changer je vais reculer un petit peu. Euh, Quelle que soit la profession, on est professionnel ou on ne l'est pas. C'est vraiment blanc ou noir. Alors, lorsqu'on donne une prestation, quand on est un avocat, un psychologue, un médecin ou ou un ingénieur ou un travailleur social, qui sont toutes des professions réglementées en passant, alors, où on donne un travail qui est professionnel, donc qui respecte les normes professionnelles, ou ça ne respecte pas les normes professionnelles. Et lorsque ça ne respecte pas les normes professionnelles, il y a des enjeux déontologiques, il y a des enjeux juridiques. Alors, la traduction n'échappe pas à ça. Alors, faut se positionner en ne perdant jamais de vue ces enjeux déontologiques. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a une chose aussi hier, quand on s'est rencontrés hier soir, que je trouvais vraiment intéressante, puis qu'on perd de vue, même nous, les traducteurs, quand on est dans le feu de l'action, on perd de vue que c'est pas pour le client qu'on fait la traduction, mais c'est pour le lecteur. En fait, ce qui se passe, qu'on voit, c'est que lorsqu'on parle de translation grades, de toutes ces questions-là, et quand on parle, on le voit aussi beaucoup lorsqu'on parle de traduction automatique, de post-édition, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler tantôt, de post-édition, là. Mhm, C'est que, effectivement, on voit que la relation semble être entre le fournisseur de services de traduction et le client. Et on fait abstraction de la personne pour laquelle tout ça est fait, et c'est l'utilisateur. mhm. S'il y a un texte original qui est produit, c'est parce que quelqu'un estime que ce quelqu'un-là estime qu'il possède une information
qu'il doit mettre par écrit pour un lecteur ou un utilisateur de l'original. Mhm. Et ce quelqu'un-là, à un moment donné, se rend compte que cette information-là doit être communiquée à un autre utilisateur qui, lui, parle une autre langue. Mhm. Alors, cet utilisateur-là original, de l'original, a accès à une information et normalement, ce à quoi on s'attend, c'est que le lecteur ou l'utilisateur de la traduction ait accès à la même information. Et c'est ça qui est fondamental. Si on y va avec des niveaux de qualité et où on permet des écarts pour la qualité moyenne ou la qualité faible, à ce moment-là, l'utilisateur de la traduction n'a plus accès à la même information. Alors, il se trouve infériorisé par rapport au lecteur de Dans la langue l'original source, oui. et se trouve inféodalisé aussi par rapport au lecteur du contenu source, en langue source. Et ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. On assiste justement sur les plateformes informatiques à des choses, moi, en tout cas, je trouve étrange, mais c'est des avertissements sur des plateformes nous, on a travaillé avec WeLocalize beaucoup. On voit leurs différentes applications, on voit une traduction en français, puis un avertissement comme de quoi ça a été fait par une machine avec quelqu'un, un être humain qui a regardé rapidement, rapidement, rapidement Oui, la traduction. Puis ça, on voit ça, Word, je pense Office, Word fait ça, Microsoft, pardon, fait ça aussi. oui, Euh, et puis, oui. on est en informatique, là. Je veux dire, ça a des conséquences, une mauvaise traduction dans ce domaine-là, là. Ça a toutes les mauvaises traductions ont des conséquences. Alors, elles Mhm. peuvent être mineures ou elles peuvent aller jusqu'à majeures, mais Ouais. il y a toujours des conséquences. Euh, Lorsqu'il y a un avertissement, au moins le lecteur est averti. Mhm. Mais il n'est pas plus avancé parce que les écarts, il ne sait pas où ils sont. C'est Alors, ça. comment il fait pour déterminer? Alors, si il lit la traduction, c'est parce qu'il ne, ou bien il n'a pas accès à l'original, au contenu source, ou bien il ne comprend pas le contenu source, donc dans un sens, il n'a toujours pas accès à l'original à ce moment-là. Alors, comment il fait pour trouver les écarts? Il ne peut pas le savoir. Alors, l'avertissement ne suffit pas. Il y a des domaines où ça ne cause pas vraiment de problème, puis je vous donnais l'exemple hier de Word. Alors, à un moment donné, j'ai eu à écrire récemment quelque chose en anglais et je ne me souvenais pas comment on faisait des guillemets anglais. Je devais Mhm. l'écrire en anglais. Alors, je suis allé dans la fonctionnalité aide, la fonction aide de Word, et on m'a dit comment produire des guillemets anglais. On me l'a dit en français, mais il y avait un avertissement juste avant, traduction automatique, et juste après. Alors, c'était un paragraphe à peu près long comme ça. Et il y avait traduction automatique juste avant et tout de suite après. Les probabilités que ça cause un gros problème, la traduction automatique de ce genre de choses-là, sont nulles ou à peu près nulles. Mhm. Mais au moins, j'étais averti. Et au moins, j'étais averti. Vous savez, lorsque quelqu'un, lorsque une personne décide de faire traduire un texte, quelqu'un qui n'est pas traducteur, là, j'entends, décide de faire traduire un texte par un logiciel de traduction automatique, cette personne-là, elle engage sa propre responsabilité. Elle sait ce qui va se passer, ce qui va avoir comme résultat le texte. À partir du moment où d'autres lecteurs sont en cause et que ces lecteurs-là n'ont pas eux-mêmes fait le choix, Mhm. là, ça cause des problèmes parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'avertissement. Alors, la Mhm. personne ne sait pas ce à quoi elle. Alors, le lecteur, l'utilisateur d'une traduction, il est innocent. Il n'a pas d'autre choix que de faire confiance au texte qu'il a devant lui. Il n'y a pas d'autre choix. Et Effectivement. il n'a pas moyen de pouvoir savoir là où se trouvent les écarts et de pouvoir prendre des mesures pour atténuer ces écarts-là. Il n'y a pas moyen de savoir. Alors, c'est là où c'est un peu délicat. Mais vous savez, il existe déjà 3 niveaux de service sur le marché. La traduction professionnelle, la traduction amateur, la traduction machine. Mhm. Les clients, comme le marché n'est pas réglementé, les clients peuvent choisir un des 3 niveaux. L'enjeu, c'est de demander à un traducteur professionnel de fournir 3 niveaux.
ou deux de niveau moyenne ou de niveau. Là, ça crée des enjeux déontologiques fondamentaux. Donc, ça ne nous sera pas enseigné à l'université, sûrement pas. Je pense qu'on ne nous enseignera pas qu'on va être appelé à faire ça dans notre travail. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'avais une réunion justement hier avec tous les directeurs des écoles de traduction au Canada. Mhm. On parlait d'autres choses, mais on a parlé, entre autres, de ça. Ils ont soulevé ça, la question, et pour eux, c'est une aberration. C'est OK. clair. Mais par contre, ils savent que les diplômés vont arriver sur un marché où ça va être une réalité à laquelle ils vont être confrontés. C'est une réalité à laquelle on est confronté et il faut savoir comment réagir en tant que professionnel. Je pense que c'est ça qui est important. Est-ce que ça s'enseigne ou ça se développe? Je pense qu'il va falloir que ça s'enseigne. Ah, ici, Lucie, un commentaire. Lucie, veux-tu nous partager, nous en dire un petit peu plus long? Oui, dans le fond, à ta minute, c'est que je suis pas seule, c'est pour ça que j'ai tapé dans le chat. Mais je trouve que c'est une façon de faire qui pourrait nuire à la réputation d'un traducteur. Ah, c'est Puis clair. j'aimerais savoir ce que vous en pensiez parce que, par exemple, même pour la post-édition, ce qui est une forme pour moi de traduction low grade, Mhm. c'est un service que je refuse de rendre parce que ça pourrait nuire à la manière dont les autres perçoivent mon travail. Oui, c'est certain que ça entacherait la réputation non seulement du traducteur, mais de la profession de traducteur. Ça, c'est clair. C'est clair parce que à ce moment-là, les gens se diraient, mais je ne peux pas me fier. Comment je fais pour me fier? Et ils n'ont pas moyen de savoir. Alors, ils sont obligés de se fier, comme nous, on est obligé de se fier au travail de notre mécanicien, de notre électricien, au travail de notre médecin, de notre avocat et tout ça. Alors, c'est vraiment fondamental, cet enjeu-là. C'est vraiment fondamental. La post-édition, vous soulevez la post-édition, c'est un point qui est extrêmement important. Je relatais hier à Mme Lemieux comment c'est venu, comment ce concept-là de post-édition est venu au monde. Hmm. Alors, c'est arrivé dans les années 50-60, lorsque les programmeurs informatiques ont vraiment travaillé sur la traduction automatique pour produire les premiers logiciels de traduction automatique. Et ils avaient, dans les années 50, encore comme aujourd'hui, la même illusion, c'est qu'ils allaient produire quelque chose qui était bon, une bonne traduction, qui n'aurait besoin que d'un petit rafistolage. Et ce petit rafistolage-là, ben, ils l'ont appelé, ça va nécessiter juste post, post-editing. OK? Hmm. Dans la réalité, on a vu que c'est pas ça. Mais le concept est resté. Le concept est resté. Et moi, j'aime beaucoup nous comparer avec d'autres professions. Et notamment, par exemple, avec les ingénieurs et les architectes. Vous savez que les ingénieurs et les architectes, ils utilisent depuis le début des années 80. Alors, c'est un bon bout de temps, là. Ça fait plus de 40 ans, là. Ils utilisent des logiciels de conception graphique pour faire leurs plans. Alors, imaginez-vous, là, moi, je suis un architecte, puis j'ai comme mandat de concevoir les plans d'un nouveau quartier résidentiel de maisons de style victorien. Alors, je vais m'installer à mon ordinateur, puis je vais taper maison de style victorien dans les logiciels comme AutoCAD, par exemple, les logiciels de conception graphique. Et le logiciel, me donner un paquet de plans de maisons de style victorien. Je vais écarter ceux qui ne conviennent pas, je vais garder ceux qui conviennent et je vais les adapter en fonction du quartier que je vais construire, de la géographie, de la morphologie et tout ça. Est-ce que vous pensez sérieusement que depuis 40 ans, ces architectes-là qui font ça, là, depuis plus de 40 ans, là, avec ces logiciels-là, ils font de la post-édition de sortie d'AutoCAD? Non, Hmm. ils font de l'architecture. Et pourtant, ils font de la post-édition de sortie d'AutoCAD, si on veut s'en tenir exactement à ce qu'on décrit. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est de la traduction. Et quand on a à revoir quelque chose, qu'on a à corriger quelque chose, on appelle ça, dans notre langage traductionnel, c'est de la révision. Mais au bout du compte, quand on regarde ça dans son ensemble, c'est de la traduction. On a un problème dans notre profession, on n'a pas réussi à, à s'affranchir de ça et à montrer
qu'est-ce qu'on fait et que ce qu'on fait, c'est essentiellement de la traduction et un acte plus précis qui s'appelle la révision dans dans l'acte traductionnel. Et c'est en train de nous mordre la queue, là. On le voit. Alors, on assiste, on a des clients qui nous demandent je voudrais que vous fassiez ça pour la moitié de votre tarif ou le quart de votre tarif parce que c'est de la post-édition de sortie machine. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Mais en Justement, même temps, là, ce qui n'est pas simple, c'est de se sortir de cet engrenage-là dans lequel on est entré à notre corps défendant. vous parlez justement de baisse de tarifs que les clients demandent. Et puis, nous, on le voit qu'on a de plus en plus de difficultés à fidéliser nos pigistes parce que les pigistes là, peuvent aller d'une place à l'autre. Mhm. Et je trouve les pigistes à l'heure actuelle voient leurs tarifs diminuer. Ils voient aussi les tarifs dégressifs, ben, ils sont déjà très, très présents, mais ils sont là puis ils ne disparaîtront pas. Et puis en même temps, ben, on a une très, très forte demande et puis on leur demande de couper leurs tarifs alors qu'on devrait assister exactement au contraire. On a beaucoup de demandes, peu de ressources. Normalement, en économie, ce que je me rappelle de mon économie, ça fait que les ressources qui sont très en demande ben, peuvent avoir des meilleurs salaires ou des meilleurs revenus. Mais là, on assiste exactement au contraire. Écoutez, la loi de la gravité en économie, c'est lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix montent. C'est exactement. Mais Ça, c'est c'est pas la loi ça, de la nous gravité autres. en économie, là. C'est ça. C'est bien Alors, dit, c'est bien dit. Oui. mais on assiste exactement. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient eu l'occasion ont eu l'occasion de voir le sondage, les résultats du sondage sur la tarification que l'OTIAC a publié en janvier, là, il y a 3 semaines à peu près. Et le sondage a été fait en décembre dernier. Et ce qui est intéressant, alors moi, je ne peux pas vous dire exactement quelle est la méthodologie, mais c'est la même méthodologie qui a été utilisée pour le sondage de 2022, décembre 22, et le sondage précédent, 2018. Et alors, il s'est écoulé 4 ans entre les deux sondages. Mhm. Dans ces 4 ans-là, le monde, et le Canada n'y a pas échappé, le monde entier a connu la plus forte période d'inflation des 40 dernières années, 26,5. Les tarifs ont baissé en traduction. Les tarifs ont C'est baissé. ça, c'est ça. Pas énormément, mais ils ont Mais ils ont baissé. baissé quand même, c'est ça. Il aurait dû, il aurait dû Au monter. contraire, ben oui. Ça aurait dû être le contraire. Alors, c'est intéressant de voir ça. Alors, là, on a l'historien en chef, le plus grand historien au monde là, qui est ici, qui est avec nous ce soir, là, de la traduction. Là. Oui, puis il y Alors, avait quelque chose à nous dire aussi. Continuez, Donald, et puis on Jean. existe depuis 5500 ans. On devrait avoir, à un moment donné, appris quelque chose et tout ça. Mais dans un sens, la traduction, c'est une des plus vieilles activités de l'humanité, mais c'est une des plus jeunes professions. Alors, ce n'est pas anormal qu'il y ait un certain sentiment d'insécurité chez les professionnels, d'autant plus que c'est une profession qui n'est pas réglementée et que tout le monde peut exercer et exerce allègrement. Et tout le monde, et là, à ce moment-là, on se fait couper l'herbe sous le pied parce qu'il y a toutes sortes d'amateurs, voire de charlatans parfois, qui exercent la profession. Alors, ça contribue à notre sentiment d'insécurité et on voit comment ça se manifeste. Les tarifs auraient dû augmenter durant cet intervalle de 4 ans-là où il y a eu la plus forte inflation des 40 dernières années, mais ça n'a pas été le cas. Alors, Je pense que, l'insécurité joue pour ça, dans ça. Jean, vous aviez quelque chose à poser, vous aviez une question à poser sur les gens qui ont conçu la catégorisation. Oui, C'est c'est bien ça? qui ces gens-là? Tu as dit qu'ils venaient d'Angleterre, mais est-ce que ce sont des traducteurs ou ce sont des gestionnaires en mal de Non, logement? actuellement, les gens de l'ISO qui travaillent là-dessus, ça vient de tous les pays membres de l'ISO, là. Alors, c'est le comité technique 37 de l'ISO qui planche sur cette question-là, avec supposément des traducteurs professionnels. Ce ne sont pas tous des traducteurs professionnels, mais il y en a autour de ça.
Et ceux qui ont produit le rapport, le Common Sense Advisory, ce sont des linguistes. Linguistes au sens français, là, pas au sens anglais, là, pas au sens de langagier, là, de vrais Non, linguistes. non. Ouais. Ah bon. Mais il y a un enjeu, il y a un enjeu, on voit comme la relation est centralisée sur le fournisseur et le client Mhm. et que l'utilisateur est sorti de l'équation, ne fait pas partie de l'équation. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, le coût devient un élément important. Et là, ce que le client veut, c'est réduire son coût. Et là, en faisant ça, on perd de vue l'intérêt du client, pas du client, mais de l'utilisateur, qui est celui qui est la raison d'être Mhm. du texte source Ouais. et la raison d'être du texte cible. C'est quand même, il y a un paradoxe intéressant. Oui, effectivement. Un paradoxe intéressant. Puis, Lise, tu avais un commentaire à rajouter sur la pandémie avec et la stagnation des tarifs? Je pense que je ne sais pas celle-là. Oui, Oui. c'est ça. Ben moi, dans mon entourage, les traducteurs que je connais m'ont beaucoup dit que quand la pandémie est arrivée, ils s'étaient retrouvés sans ouvrage, qu'il y avait beaucoup de baisse. Donc, c'est sûr que pour les traducteurs, traductrices en pratique privée, quand il n'y a pas beaucoup d'offres comme ça, on a tendance à accepter des moins bons tarifs. Donc, ça a peut-être joué sur le fait que les tarifs n'ont pas augmenté comme il aurait dû. C'est peut-être pas juste nous, notre profession à nous, c'est peut-être généralisé aussi à cause de la pandémie, je pense. Ben, si on regarde les autres professions, ils ne se sont pas gênés à augmenter les tarifs. C'est pour ça qu'on a de l'inflation. Alors, et pourtant, la plupart ont connu le même genre de baisse que nous. Alors, si vous voulez, je peux partager mon écran, puis je pourrais vous en montrer Oui, des vous pouvez y statistiques à aller. ce sujet-là. Je vais aller en chercher. Attendez, ça s'en vient. J'aimerais ça aussi qu'on ait le temps de parler du bureau de la traduction. Je pense que tu avais l'intention de le faire. Avec Oui, plaisir. oui, Avec on a des plaisir. questions. Oui. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vais l'agrandir. Ça, ce sont des statistiques. Regardez la date, c'est 2 décembre 2022. Là. Il n'y a pas plus récent que ça. Là. OK, regarde, ça, c'est l'évolution des emplois dans notre domaine, là, en traduction. Là. Et Hmm. regardez, ça montait on est en 2018. Là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte en sinusoïdal. Là. Et là, Mhm. bing, le creux, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là? Mars 2020, la pandémie. Mais déjà, à partir de janvier 21, regardez, là, ça montait là, déjà. Regardez le décembre 22. C'est vertical, là, littéralement. Littéralement. Alors, Incroyable. ça, c'est les emplois là, Oui. dans le monde, en traduction. Ah, dans le monde, OK, Dans c'est le monde, pas dans le juste monde aux entier. États-Unis, là. Dans le OK. monde. Intéressant. Très intéressant. Et là, on assiste à, vous dites avec le sondage, les résultats du sondage, c'est que les tarifs ont baissé. Les tarifs ont baissé entre 2018 et 2022. Exactement la période couverte par le graphique, là. OK. Alors, à quelque part, c'est sûr qu'il y a eu l'aberration de la pandémie qui a fait Mhm. baisser la demande, mais la demande a baissé partout dans le monde, pour tous les services, pour tous les Mhm. produits. Et après ça, ça a redémarré en grande force. Et on l'a vu, on voit la courbe en traduction, c'est une courbe verticale là, pour les emplois. Et c'est la même chose un peu partout. Il y a une pénurie d'emplois dans tous les domaines, y compris en traduction. Et la loi de la gravité ne s'applique pas en traduction. La loi de la Mhm. gravité en économie ne s'applique pas en traduction. Pourquoi elle ne s'applique pas? Parce qu'il y a une insécurité de la part des professionnels. Pourquoi il y a une insécurité de la part des professionnels? Parce que, un, c'est une jeune profession, mais aussi parce qu'elle n'est pas réglementée. Donc, il y a une compétition qui se fait de la part d'amateurs, même de charlatans, qui viennent souvent couper les prix. Et ça, c'est la réalité du marché. Alors, comment on contrecarre ça? C'est qu'il faut absolument arriver à réglementer cette profession-là. Et aussi, vous parliez de changer la vocation du bureau de la traduction. Vous avez évoqué Oui, ça. Ça oui. serait aussi un élément important de la solution au Canada, hein?
Ben oui, puis là, je vais aller dans le sens de la question de Jean. Euh, il faut savoir que le Canada est le plus gros pays traducteur au monde, toute proportion gardée, et de loin, toute proportion gardée, c'est important. Et le gouvernement du Canada est le plus gros acheteur de traduction au monde, toute proportion gardée. Ça, c'est très important. Très important. Le gouvernement du Canada a pris une décision en 1995 de rendre la traduction, rendre le bureau de la traduction facultatif et non plus obligatoire pour les ministères. Avant ça, les ministères devaient obligatoirement faire appel au bureau de la traduction pour leurs besoins en traduction, pour satisfaire leurs besoins en traduction. À partir de 1995, le bureau est devenu optionnel et en plus, il est devenu un recouvrement des coûts. La traduction jusqu'en 1994 était gratuite pour les ministères et organismes fédéraux. Là, elle est payante. Alors, ou bien ils font affaire avec le bureau de la traduction et le bureau de la traduction les facture, ou bien ils vont eux-mêmes sur le marché pour obtenir de la traduction. Ils n'ont pas le droit, les ministères, d'avoir des traducteurs, mais ils enfreignent ce droit-là allègrement. Oh, Allègrement. Juste pour vous donner un exemple, il y a une directive très claire du Conseil du Trésor, ils n'ont pas le droit d'engager des traducteurs. Ça n'a pas empêché 13 ministères de demander à l'Université de Montréal, en septembre, de leur envoyer des stagiaires en traduction. OK. Alors, les ministères sont en train de créer un deuxième bureau de la traduction. Deuxième OK. bureau de la traduction. Mais le fait que le bureau est devenu optionnel et payant en 1995, ça a eu des effets délétères sur le secteur langagier canadien, sur la profession. Alors, jusque-là, jusqu'en 1995, juste pour vous donner un exemple, 75 des marchés de traduction étaient donnés à des cabinets de traduction, 25 à des pigistes. Aujourd'hui, c'est à peu près 90-95 des pigistes dans l'ensemble. Il y a juste le bureau qui fait encore affaire avec certains cabinets. Le résultat de ça, c'est qu'on a vu des cabinets canadiens se faire acheter par des cabinets étrangers. Alors qu'étant le pays le plus gros producteur de traduction au monde, on devrait nous acheter des cabinets étrangers. Mais c'est l'inverse qui se produit actuellement. Alors, le TIAC a profité du fait que le gouvernement a déposé un projet de loi pour renforcer la loi sur les langues officielles, pour modifier la loi sur les langues officielles et la renforcer, pour comparaître devant le comité qui étudie cette loi-là. Alors, j'ai comparu devant le comité le 27 septembre dernier et j'ai signalé aux membres du comité qu'il y avait une aberration, que la loi sur les langues officielles dépend très fortement de la traduction pour être appliquée pleinement. Et j'ai donné l'exemple que la traduction permet aux Canadiens et aux Canadiennes d'exercer leur droit constitutionnel de ne pas parler l'autre langue officielle. Et leur permet, la traduction, quand même de communiquer entre eux, même s'ils ne parlent pas l'autre langue officielle. Mais l'aberration, c'est que le mot traduction ne figure nulle part, ni dans l'ancienne loi, ni dans la loi qu'on est en train de modifier. Alors, j'ai recommandé que le mot traduction, en fait, les mots traduction, interprétation et terminologie soient ajoutés dans la loi et que le mandat du bureau soit renforcé, qu'on lui redonne le mandat de fournisseur obligatoire pour les ministères, gratuit pour les ministères, avec un deuxième mandat que j'ai appelé le mandat de la NASA. Alors, la plupart des gens ne savent pas que la NASA a toujours eu, la NASA américaine, là, la NASA que tout le monde connaît, là. La NASA a toujours eu deux mandats. Tout le monde connaît le premier mandat, mettre des Américains dans l'espace. Le deuxième mandat, qui est très fondamental, c'est de se servir de son pouvoir d'achat pour créer l'industrie aérospatiale américaine.
Et ça a marché. C'est pour ça qu'il y a des SpaceX, puis il y a des Virgin Blue, puis d'autres choses. OK? Alors, ce que j'ai dit au Comité des langues officielles, et je l'ai mis par écrit dans les amendements proposés, c'est que le bureau doit avoir le mandat de se servir du pouvoir d'achat fédéral, qui est le plus gros au monde, pour développer le secteur langagier canadien. Et comment il fait ça? Comment il ferait ça? C'est très simple pour le bureau, là. C'est très simple. Alors, prenons par exemple Mme Battaglia et Mme Lessard. Vous êtes deux pigistes. Moi, je suis le bureau. Je mets un marché qui est juste un peu trop gros pour l'une d'entre vous. Ça vous intéresse, mais il est trop gros pour vous, pour l'une de vous. Il faut que vous vous associez avec l'autre, votre collègue. Et le prochain marché, après, il est juste un peu trop gros pour vous deux. Il faut que vous vous associez à une troisième personne. Mais fait à grande échelle, là, en 5 et 10 ans, on crée un écosystème langagier là, qui est d'une puissance mondiale, mondiale, et qui ferait qu'on pourrait acheter les cabinets. Actuellement, l'Union européenne met sur le marché l'équivalent du bureau de la traduction de l'Union européenne. Il s'appelle la Direction générale de la traduction. Met sur le marché des marchés de traduction de millions d'euros. Il n'y a aucun cabinet canadien qui peut soumissionner parce qu'on est trop petit pour ça. On est trop petit. Or, ils sont ouverts. L'Union européenne est ouverte. Ça peut être fait par des cabinets qui ne sont pas nécessairement européens. C'est intéressant. Alors, c'est un marché qui nous échappe, qui échappe au secteur langagier canadien totalement parce qu'il est trop fragmenté, il est trop petit. Et le fait que le pouvoir d'achat du fédéral en 1995 a été fragmenté parce que c'était plus concentré au bureau de la traduction, ça a nuit énormément au secteur langagier canadien. Alors, l'idée, c'est de relancer ça. Est-ce que vous voyez ça quand même à court terme? Écoutez, ils sont rendus là dans la prochaine réunion du comité. Ils sont à l'étude article par article du projet de loi. Et le prochain article, ils ont l'occasion de l'adopter ou pas, d'adopter l'amendement que j'ai proposé ou pas. Alors, je suis en discussion avec les représentants des divers partis pour voir s'ils vont accepter ça. Alors, on espère. Croisez les doigts. Ben oui, j'espère aussi, puis Croisez les doigts. on va en entendre parler. J'imagine que vous allez nous en parler aussi, là. Vous nous tenez au courant. Oui. Vous savez, si ça ne fonctionne pas avec la loi, ça peut fonctionner avec le règlement d'application. Toutes les lois ont un règlement d'application. Oui, Et effectivement. aussi, ça peut fonctionner par une simple décision de l'administration. Parce que là, c'est une simple décision de l'administration d'avoir fragmenté le pouvoir d'achat du fédéral en traduction. Une simple décision administrative peut changer ça aussi, là. Mais je pense que, étant donné l'importance de la traduction pour le Canada, il serait bien que le mot apparaisse dans la loi sur les langues officielles. Effectivement, je comprends. Moi-même, je remarque qu'il y a des intérêts belges qui ont acheté des cabinets, comme je pense à Stockart, Ubicus aussi. Ubicus, je pense que c'est des intérêts français qui ont acheté Gamma, un des plus grands cabinets d'Ottawa, là. On a vu aussi, ben là, c'est RSB a été acheté par les Américains. Par les Américains. Lionbridge avait son siège social aux États-Unis et un secteur très important à Montréal, Nouveau-Brunswick et Ottawa. Et puis, qui d'autre aussi? Ça a été très vite, hein? Écoutez, en dedans de 5 ans, le marché s'est morcelé. Ah oui, moi, je voyais ça tomber, là. On voyait ça tombait là, puis, comme des mouches. Puis, ce que je voyais aussi, c'est que le nom disparaissait comme Gamma, dont on entendait parler, là. Je me rappelle dans les années 90, début des années 2000. Puis, tout à coup, le nom a été évacué complètement, puis c'est devenu Ubicus. Alors, c'est comme si l'image parce que ce cabinet-là avait une image de marque là, qui était très importante. C'est comme si l'image de marque complètement disparue. Ubicus, ça ne disait pas grand-chose à qui que ce soit. Non. Et qui les derniers que j'ai vus? Ben, Ubicus, il me semble qu'ils ont été rachetés l'année dernière, ou ils ont racheté un autre cabinet. En tout cas, j'ai pas tout suivi parce que des fois, je trouvais ça un petit peu déprimant.
Mais il y a moyen de renverser la vapeur. Et Oui, il n'est pas trop tard du tout. Et en plus, les moyens sont là. L'argent est là. oui. Ben, c'est pour ça que L'argent est dépensé c'est de toute façon. Dépensons le mieux, tout simplement. Tout simplement. exactement. Je voulais aussi, le temps passe, là, puis je sais que peut-être, j'en parle du fameux recours collectif contre le Bureau de la traduction. Vous pouvez en dire rapidement un mot, mais je sais que vous ne pouvez pas aller trop loin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Écoutez, je sais qu'il y a un recours, c'est naturellement qu'il y a un recours collectif contre le Bureau de la traduction. C'est au sujet de l'utilisation de la mémoire de traduction ou le fait que la mémoire de traduction est imposée aux fournisseurs du bureau. Je ne peux malheureusement pas en parler parce que l'OTIAC va être ou bien appelé à intervenir dans l'action collective ou va être appelé à citer à témoin dans l'action collective. Alors, je ne peux malheureusement pas en dire davantage là-dessus, mais il y a une action collective à l'endroit du bureau au sujet de l'utilisation, l'application de la mémoire de traduction. D'après ce que j'ai pu en voir, il y a beaucoup de mots qui n'étaient pas payés justement à cause de cette utilisation-là. C'est ce qu'on reproche au Bureau de la traduction, qu'il y avait beaucoup de mots qui n'étaient pas payés aux pigistes, là. Alors, je pense qu'il va falloir s'armer de patience parce que je crois que l'année dernière ou l'année d'avant, la demande avait été jugée recevable et on en est là. Mais là, il faut qu'ils organisent, qu'ils trouvent des gens qui vont témoigner, qui vont pour apporter des faits devant le Ça, je tribunal. pense pas je pense pas, Madame Lemieux, que ça pose de problème. Là, maintenant, on est dans les délais judiciaires. Les échos que les derniers échos que j'ai, c'est que ça pourrait être entendu dans la première moitié de 2024. Oh, ça sent bien quand même. Ça Quand sent bien. même, quand même. OK. OK. Puis quand ça va être Mais c'est entendu, sous toute réserve, là. C'est les échos que j'ai entendus pour le moment. c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis, je vois que Lucie, tu as rajouté quelque chose sur le graphique que Donald Oui, a présenté? mais je m'y connais vraiment pas à ce sujet-là et c'est encore un sujet tabou de parler de tarification. Mais je me demande si les cabinets qui se font concurrence entre eux, ça y serait pour la baisse des tarifs. Parce que le marché, des dernières nouvelles est composé à peu près à moitié de pigistes ou même plus. Mais les cabinets peuvent faire pencher la balance aussi en, comment dire, en faisant baisser ça pour rester concurrentiel. Effectivement, c'est pas impossible que ça se passe. Vous savez que comme je disais, le marché de la traduction, c'est un marché qui n'est pas réglementé. Le Québec Exact. est un des seuls endroits au monde où il est semi-réglementé. Alors, donc, n'importe qui peut créer un cabinet de traduction demain matin et décider des tarifs qu'il veut mettre sur pied, pour mettre en place pour aller chercher de la demande, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit qui se passe. Ça se passe. Parce que ce n'est pas réglementé. Est-ce Ça que, explique beaucoup. dans cette perspective-là, est-ce que tu trouves pas un peu aberrant que des écoles de traduction ferment leurs portes? Oui, tout à fait. Il y a la Laurentienne, l'Université d'Ottawa, l'école va disparaître. Tout à fait. Ça va pas en contre-courant, ça, ce Oui, mouvement-là? c'est tout à fait paradoxal. En fait, c'est que je pense que les universités qui prennent ce genre de décision-là ne sont pas conscientes de la dynamique du marché et de la force de la demande. Alors, moi, je me fais un devoir de rencontrer les recteurs et vice-recteurs de ces universités-là. Bravo, bravo. J'ajouterais, Jean, aussi, nous, on a un problème avec à l'Université de Sherbrooke. Déjà, le dernier professeur, René Lemieux, je pense qu'il s'appelle, est rendu à Concordia. C'était le Oui. dernier professeur qui était encore à l'Université de Sherbrooke, qui avait des étudiants à la maîtrise et au doctorat qui supervisait. Et aux dernières nouvelles, ils ont ouvert un poste et je voulais présenter ma candidature. Puis quand j'ai lu la description de poste, j'ai dit, ben voyons donc, ils cherchent un professeur spécialisé dans le sous-titrage.
Oui, oui, oui. Ça J'en fait, reviens pas, ça mais fait je beaucoup comprends pas. jaser, effectivement. Je pense Ah, que OK, d'accord. Je suis pas toute oui, je suis au seule. courant de ça. Je suis au courant. Ouais. Je Puis, pense Ben, pas que ce soit très judicieux d'avoir annoncé cet non? aspect-là pour ouais. ça. Là, non, non, non. Donc, il y a aussi des universitaires, je pense, qui sont déconnectés de la réalité. On en a une preuve, là. Enfin, à mon point de vue. Effectivement. C'est mon point de vue. Effectivement. Nous, on a l'impression qu'à Sherbrooke, le programme sommaire, de toute façon, là, est en Ah train oui, de. un Oui, autre? oui, ben, tranquillement, pas vite. C'est les échos que j'en ai de traducteurs qui sont des nouveaux arrivants sur le marché. Donc, ils Oui, sont quand même, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils viennent de terminer leurs études. oui. Alors, ils voient ça, eux, ils sont encore en contact avec des étudiants, avec des professeurs et tout ça, puis c'est Ah, l'impression qu'ils se donnent. ça, Mm. c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors qu'on a une demande très forte pour de traducteurs, et puis, non. On va repartir une école, Jean. Oui, ben, Ouais. On va la partir entre nous autres. Et dans mes discussions avec les recteurs et vice-recteurs, je leur présente un graphique qui est très intéressant. Je vais vous le montrer. oui, oui. Attendez, je vais l'agrandir. Hop, mon Dieu. C'est pourquoi je suis revenu à mon ancien. C'est pas Ah, celui-là que je veux. On va aller chercher là. Voyons. OK. Est-ce que vous le voyez? Oui, les euh, tâches Les automatisables par tâches profession. automatisables par profession réglementée. Vous savez qu'il y a ah oui, 46 ordres professionnels au Québec. OK? oui, Alors, ordre des ingénieurs, comptables, ordre des travailleurs sociaux, ordre des traducteurs et tout ça, qui réglementent 55 professions. Nous seuls, on en réglemente 3. OK? Et oui, voici, là, qu'est-ce qui est automatisable par profession. Alors, on va aller tout de suite à nous, là. On est ici, là. Traducteur, termineur et interprète. 16 oui. de nos tâches sont automatisables. Regardez ici, là. Les administrateurs, 4 les architectes, 11 les arpenteurs, géomètres, 56 prothésistes, 43 avocats, 23 OK? Et on descend, là. Comptable, 12 conseiller en orientation, 14 criminologue, 19 dentiste, 23 évaluateur, ergothérapeute, 36 diététiste, 44 Hmm. médecin, 23 Intéressant, hein? Pharmacien, Parfait. 47 Ah oui, Alors, on n'est pas, on ne sera pas remplacé par la machine demain matin. Il y en a qui peuvent être, il y en a qui peuvent l'être beaucoup plus rapidement que nous. Non, ça. oui, Beaucoup plus rapidement que nous. Effectivement. On a quand même des gros problèmes avec on a 16 de tâches automatisables dans notre profession, d'après ce que je vois, mais on travaille avec, on nous impose des applications qui sont désuètes. Et souvent, c'est des compagnies comme je pense à WeLocalize, qui est une compagnie d'informatique qui nous fait traduire sur une plateforme qui équivaut à un Trados d'il y a 20-25 ans, là, avec plein de Ah ouais. balises et tout ça. Et par contre, on a des applications plus de pointe comme Trados qui se tient quand même à jour, MemoQ, MemSource qui est devenu Phrase maintenant. Alors, nous, les professionnels de la santé, de la langue plutôt, de la traduction, on doit non seulement jouer avec les niveaux que vous avez évoqués, mais on doit aussi se promener d'un environnement à l'autre, Tout à fait. des environnements plus convivial que d'autres. Et puis, c'est vraiment pas facile parce que je donne un exemple. La semaine dernière, ça fait 1 an que je travaille sur MemSource, donc j'ai développé mes automatismes. Et la semaine dernière, une des gestionnaires de projet vient de confier un projet sur MemoQ. Ça faisait 1 an que je n'avais pas travaillé sur MemoQ, puis mes raccourcis, mes automatismes, ils n'étaient plus là. Évidemment, c'est toujours urgent là, quand des choses comme ça. Et 2 jours plus tard, elle me propose Trados, de retourner à Trados. Encore là, ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas touché à Trados. Alors, et puis là, ça commence à sortir que dans les cabinets, ça crée de l'inconfort, ça augmente le risque d'erreur, le risque de ne pas être capable de respecter le délai parce qu'il y a une mini courbe d'apprentissage à chaque fois qu'on change de plateforme. Alors, et le stress que ça fait à chaque Oui. fois, là.
Oui, on voit les technologies langagières s'améliorent considérablement, mais ça se fait, c'est une courbe ascendante, mais il y Et a voilà, c'est 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 bien ça. dit. C'est un peu comme la courbe des emplois de tantôt, là. Alors, elle est généralement ascendante, mais ça se fait comme ça. Alors, c'est la même chose, c'est ce qui se passe avec les technologies langagières. Mais en même temps, on n'y participe pas beaucoup comme langagier à l'évolution de ces technologies-là. Mais moi, j'ai quelque Alors, chose à vous dire là-dessus parce que j'ai participé, j'ai même perdu 10 000 $. Je vous disais hier que j'avais investi à deux reprises dans mhm, deux équipes d'informaticiens. Le premier nous a fraudé. On l'a poursuivi et pour 10 000 $ aux petites créances, mais évidemment, ça a pris un an. Donc, quand on a gagné, ben, monsieur avait complètement vidé son compte et on n'avait aucun recours. Et le deuxième, ben, j'ai rebroussé chemin plus rapidement parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est Linguistech on était plutôt là pour payer le bureau que pour avoir du service parce que l'informaticien qui était mis à notre disposition avait très peu de connaissances linguistiques. Alors, le gros problème que je vous répondrais, c'est que la première fois, si on s'est fait frauder parce qu'on ne connaissait pas le concept de agile, d'application agile. mhm. C'est-à-dire que parce que le gros problème, c'est que celui qui avait pris en charge le projet nous cachait de l'information. Il ne nous avait jamais parlé de cette méthode-là maintenant qui permet d'avoir une communication constante avec l'informaticien, le développeur. C'est ça, c'était la réalité qui était déjà là à cette époque-là. Et comme il ne nous donnait pas l'information, ben nous, on ne savait pas comment ça se développait. Puis il a pu faire certaines choses qui n'étaient pas correctes. On sentait qu'il y avait quelque chose de pas correct. Et finalement, ben, puis là, on avait un contrat qu'on avait signé avec lui, donc qu'il a fallu rompre, et puis c'était pas facile. Alors, tout ça pour vous dire que euh, c'est pas évident pour nous, qui sommes des langagiers, d'aller cogner à la porte de ces gros C'est vrai. fournisseurs-là. Puis en plus, comment ils vont nous recevoir? Est-ce on va être reçus comme des chiens dans un jeu de quilles? Est-ce qu'ils vont nous cacher de l'information parce que c'est eux qui vont avoir plus les compétences que nous? Je pense que ça ne peut pas se faire si rapidement que ça. Je vous parle en connaissance de cause et je ne suis pas la seule, là. Et la dernière chose que je rajouterais, le troisième scénario que j'ai essayé, ça a été parce que pendant que je m'occupais du développement, dans ces circonstances-là, je ne travaillais pas je fidélisais pas ma clientèle. Donc, je prenais des contrats ici et là. Donc, à un moment donné, il a fallu que j'aie des sous, moi aussi. Et j'ai essayé de prendre des ententes avec des gros cabinets à Montréal, leur dire, ben, si vous pouvez au moins me donner du travail, je vais vous donner la priorité quand on va avoir développé l'application et vous allez pouvoir l'essayer en priorité. Ça va vous donner un avantage concurrentiel. Et j'ai cogné à plusieurs portes et aucun des propriétaires de ces cabinets-là est intéressé. Alors, finalement, ben, j'ai abandonné le projet pour toutes ces raisons-là. Et puis, je pense que si on essaie d'entrer en contact avec les gens, les développeurs et tout ça, ben, le seul avec qui j'ai pu établir une relation intéressante, ça a été Simon McDuff, qui est le concepteur de Traduit. Et d'ailleurs, on a eu une belle relation parce que j'ai testé beaucoup de choses pour lui, j'ai donné beaucoup de rétroactions et puis j'ai aidé beaucoup de gens à utiliser Traduit. Ce qui est arrivé de malheureux, c'est que Simon a vendu à Reverso son application, ce qui était une bonne chose en soi, en ayant une certaine entente dont j'ignore la teneur exacte parce que je ne suis pas dans le secret des dieux là, avec Simon, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une entente avec Théo Offenberg, le propriétaire de Reverso, et avec une espèce de collaboration. Mais finalement, qui avait le plus de pouvoir? C'était Théo Offenberg, c'était pas Simon. Fait qu'à un moment donné, Simon, il m'a dit, ben là, il dit, je quitte là, Reverso parce C'est que norm- j'arrive pas à m'entendre avec lui. Alors, c'est c'est ça, normal, là. l'acheteur a le pouvoir Et voilà. eh oui, Alors, sur le c'est vendeur. ça. Ouais. Tout ça fait que, oui, je suis d'accord avec vous, mais comment le faire? Puis, on ne peut pas arriver là tout seul. Non, on ne peut pas arriver là tout seul. Et mais ça fait partie des défis qu'on a. Et puis, mais on n'est pas les seuls à avoir ce genre de défi-là. Non. Je vous ai donné l'exemple hier des comptables.
Les comptables ont perdu, avec l'arrivée d'Excel au début des années 80, les comptables ont perdu 85% de leurs revenus. Quand 85% des même, revenus des comptables, c'était la incroyable. tenue de livre. Ouais. Alors, ils ont été obligés de se repositionner et tout ça. Ça ne les empêche pas, les comptables, même s'ils savent qu'ils perdent de l'argent, s'ils perdent des revenus avec ça, de travailler avec les concepteurs, par exemple, de Turbo Impôt, pour que Turbo Impôt respecte les principes de comptabilité et de comptabilité fiscale précisément. Et ça. Alors, c'est le genre de choses qu'on doit faire, absolument essentiel. Si, Ah, je comprends, là. si Là, 2 je viens de 000 comprendre. OK. si 2 milliards, si 2 milliards de s'il y avait 2 milliards de traducteurs professionnels sur le marché actuellement, et que ces 2 milliards-là n'arriveraient à traduire que 1/100 de 1% de la demande quotidienne, OK? C'est pas normal de prendre une ressource qui est rare, même rarissime, et lui faire traduire des notes d'ascenseur pour annoncer le prochain party de Noël de la compagnie. Non. C'est pas normal. Ça ne veut pas dire que puisqu'elle doit être traduite, cette note d'ascenseur-là, qu'elle doit être mal traduite. Elle doit être de qualité égale à la note originale, à la note source. Mais alors, comment on fait pour que, et la seule façon de le faire, c'est que des langagiers professionnels s'assoient avec des informaticiens professionnels pour concevoir des logiciels qui vont permettre de faire ça, dans une certaine mesure, dans, dans la plus grande mesure possible, parce que la demande est là. En fait, les erreurs, justement, c'était le but du projet dont je vous parle. Les erreurs qui sont les plus importantes, c'est les erreurs au niveau sémantique, Mhm. qui, C'est sûr, justement, qu'il faut déceler. Ça tout peut est être là. les négations, les fameuses négations, le ne pas qu'on oublie de dicter ou qu'on oublie d'écrire, qui nous fait faire un contresens. Mhm. Parce qu'on a bien traduit le verbe, on a bien traduit le sujet, le complément d'objet direct, puis on a oublié complètement le ne pas. Ça arrive souvent. Et puis, euh, aussi le lien, ben ça, c'est pas facile avec l'anglais qui fait des chapelets d'adjectifs devant un nom. Alors, on ne sait plus c'est quoi en tout cas, qui est qualifié, là. Mais ça, c'est Ah, des choses comme écoutez, des ça. difficultés, il y en a des tonnes. C'est pas pour rien d'ailleurs que la traduction automatique n'a pas atteint la parité humaine. Puis c'est pas demain la veille qu'elle Oui, va l'atteindre. non, ben, d'ailleurs, l'algorithme que j'ai utilisé, c'était un algorithme sémantique. C'était ça l'intérêt et ça permettait, on visait peut-être justement des combinaisons de langues exotiques avec ça Mhm. parce que ça va chercher, ça fait abstraction du lexique. Le lexique, ça, c'est déjà dans les dictionnaires. Ça fait abstraction des temps de verbe parce que c'est pas ça qui est si tant important que le lien entre les différents concepts. Qu'est-ce Ah, qui est un oui. agent, qu'est-ce qui fait le. Et puis c'était ça là, qui était le jeu. Puis ça se retrouve dans toutes les langues. C'est international. Je veux dire, Ah, c'est écoutez, la le base sens, de la langue. le fond, là, c'est ce qui prime, hein. C'est C'est ça. ça. Alors, C'est si ça. vous avez des. Moi, je suis prête, là. Je suis toujours prête, mais je suis pas prête à aller faire n'importe quoi avec des développeurs et des informaticiens. Ça, Raison de plus pour ne pas fermer les écoles de traduction, parce qu'une partie Oui. de cette recherche-là peut être faite dans une école de traduction, il me semble. Ben, d'ailleurs, ma thèse de doctorat, c'était un projet du Bureau de la traduction. Les données que j'ai analysées provenaient du Bureau de la traduction. Et puis, c'était un des étudiants de l'école de traduction qui avait retranscrit, parce que c'était sur cassette. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour pas les L'Université perdre. Concordia a décidé de créer un institut qui travaille avec le MILA de Montréal sur l'intelligence artificielle. Et j'ai suggéré à l'école de Concordia, l'école de traduction, de proposer des projets justement comme ça, de notes d'ascenseur à traduire. Comment on ferait pour. Alors, je ne sais pas où ils en sont rendus. Je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose avec ça, mais en tout cas, c'est une chose que j'ai proposée. Ils ont l'air très dynamiques à Concordia, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ouais. Les autres sont pas loin, sont pas près de fermer. Ça, c'est sûr. Non, 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 faut pas. Faut pas. En fait, qu'aucune école ferme. Il faut les renforcer, les écoles. C'est le contraire. Ouais. Oui, C'est absolument. certain. Je suis d'accord avec Absolument. vous.
On va essayer d'y travailler. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires à faire? Parce que je vois que le temps file. Moi, je voulais juste dire que je pense que la petite campagne de l'ordre qu'on voit passer sur les médias sociaux, ça devrait aider à populariser les programmes de traduction. Donc, bravo. Oui, oui, merci. On a sorti une campagne de publicité, Jean, pour inciter, qui vise les étudiants du secondaire et du collégial, pour les Bravo. amener. Oui. Alors, la campagne est sortie, juste pour vous donner merci, Mme Lessard, de soulever cette question-là. La campagne est sortie il y a à peu près 10 jours et on a reçu déjà 377 demandes de renseignements. Hey, c'est beau, c'est Oui. beau. Hey, Oui. formidable. Alors, 300. Et alors, toute la permanence est en train de travailler à répondre à ça. Ben C'est oui, incroyable. engager quelqu'un pour répondre. Un beau Oui, problème. oui, c'est un beau problème. Les problèmes de croissance, c'est toujours des beaux problèmes. Oui. Oui, effectivement. Ben, merci Effectivement. beaucoup, Sylvie, d'avoir organisé, M. Barabé d'avoir été là, M. Delisle, Lucie. C'était bien, bien intéressant. Merci à Oui, vous. merci à tout le monde d'avoir participé et je vais mettre l'enregistrement d'ici la fin de la soirée sur les plateformes habituelles. Je vous envoie le lien, Donald, et puis vous allez pouvoir vous regarder. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Merci À Bonne beaucoup bientôt. soirée, tout d'avoir le monde. organisé Au ça. revoir. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Jean. À bientôt. Au revoir, Donald.